Il pensait le badge sur sa poitrine lui donnait le droit de jouer Dieu. Il pensait le garçon de 17 ans terrifié dans la combinaison orange était juste une autre statistique. Un autre personne il pouvait briser sans conséquence. Dans une salle d'audience bondée, officier Derek Vance fit la plus grande erreur de sa vie. Il leva sa main et gifla le défendeur à travers le visage. Silence tomba sur la pièce, mais ce silence était sur le point d'être brisé. Parce que l'homme marchant à travers les portes arrière n'était pas juste un parent concerné. Il était l'homme que tout le département de police craignait, et il était sur le point d'enseigner à l'officier Vance une leçon de douleur, de pouvoir et de karma absolu. La climatisation dans le fictif tribunal du comté d'Oak Creek avait été cassée depuis 3 jours, mais ce n'était pas la raison pour laquelle Julian Banks transpirait. Le 17 ans était assis à la table de la défense, ses mains se joignant et se séparant sur ses genoux, essayant d'arrêter les tremblements. Il portait un costume emprunté qui était une taille trop grande, les manches glissant sur ses jointures, le faisant paraître encore plus jeune qu'il n'était. À sa gauche était assis son défenseur public, un homme fatigué nommé M. Henderson, qui sentait le café rassis et la résignation. À sa droite, de l'autre côté de l'allée, était assis l'homme qui avait ruiné la vie de Julian, l'officier Derek Vance. Vance était penché en arrière dans sa chaise, mâchant un cure-dent, l'air complètement ennuyé. C'était un homme grand, au cou épais avec une coupe en brosse et des yeux qui ressemblaient à des galets froids et durs. Et Oak Creek, l'officier Vance était connu comme l'exécuteur. Il n'écrivait pas de contravention, il donnait l'exemple. « Levez-vous tous », le huissier ronronna. Juge Martha Reynolds entra, ses robes flottant. Elle avait l'air irritée, essuyant une perle de sueur de son front et prenant son siège. Elle jeta un coup d'œil au rôle, puis à Julian. « Affaire numéro 49, qui serait ?» annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce étouffante. « L'État contre Julian Banks. Accusation, résistance à l'arrestation, agression sur un officier de police et trouble à l'ordre public. » Julian tressaillit au mot. Agression. Il n'avait touché personne. Il rentrait de l'entraînement de basket quand Vance l'a arrêté pour un feu arrière cassé, un feu arrière que Julian savait fonctionnait parfaitement. En moins de 3 minutes, Julian était sur le pavé, le genou de Vance dans son dos, haletant pour l'air, tandis que Vance criait qu'il cherchait une arme. L'arme était son téléphone portable. « Accusation, peut procéder », dit la juge Reynolds, s'éventant avec un porte-document. Assistant procureur de district Simon Clark se leva. Il était jeune, ambitieux et clairement terrifié de contrarier le syndicat de la police. « Votre honneur, les faits sont simples. La nuit du 4 juillet, l'officier Vance a effectué un contrôle routier de routine. Le défendeur, M. Banks, devint belliqueux. Quand l'officier Vance a tenté de le détenir pour sa sécurité, M. Banks a frappé l'officier. L'officier Vance a utilisé la force nécessaire pour maîtriser le suspect. Julian secoua violemment la tête. « Je n'ai pas, » il chuchota. « Calme, Julian. » M. Henderson siffla, ne levant pas les yeux de ses notes. « Officier Vance, l'ADA appela. Veuillez prendre la barre. » Vance marcha vers la barre des témoins avec une arrogance qui fit tourner l'estomac de Julian. Il prêta serment, ses yeux se fixant sur ceux de Julian, avec un sourire qui ne promettait que malice. « Officier ?» Ada Clark demanda. « Avez-vous senti votre vie en danger? »« Absolument. » Vance mentit doucement, sa voix profonde et rocailleuse. Le gamin... Excusez-moi, le défendeur. Il était agressif, erratique. Je l'ai vu tendre la main vers sa taille. Dans mon travail, vous n'attendez pas pour savoir si c'est une arme ou une brosse à cheveux. J'ai agi pour protéger la communauté. Et les blessures sur le visage du défendeur, Clark demanda, gesticulant vers la contusion s'estompant sur la pommette de Julian. Il a lutté, Vance haussa les épaules. Il a heurté son visage sur le pavé quand je l'ai plaqué. Malheureux, mais s'il avait juste obéi, nous ne serions pas ici. C'était un script. Un script répété, parfait que Julian n'avait aucun moyen de combattre. Qui le juge croirait-il?
un étudiant d'honneur avec une bourse pour une école préparatoire, ou un vétéran décoré de la force avec 15 ans de service. Monsieur Henderson se leva pour le contre-interrogatoire. Il était faible. Il posa quelques questions sur l'éclairage, sur les images de la caméra corporelle, qui, commodément, avaient mal fonctionné pendant l'arrestation. Officier Vance, Henderson dit, ajustant ses lunettes, « Mon client est un étudiant d'honneur. Il n'a jamais eu de problème. Pourquoi attaquerait-il soudainement un officier armé? » Vance se pencha en avant vers le microphone. La salle d'audience était mortellement silencieuse. Les jeunes de nos jours, Vance dit, sont dégoulinants de condescendance. Ils n'ont pas de respect. Ils pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils pensent que parce qu'ils font du sport ou ont de bonnes notes, ils peuvent répliquer à la loi. Je lui ai appris une leçon de respect. Objection, Henderson dit faiblement. Pertinence, rejeté, Juge Reynolds soupira. Officier Vance, tenez-vous au fait. Le fait est, Vance continua, ignorant le juge, regardant directement Julian. Il est une brute, juste comme le reste d'entre eux. Il fallait le remettre à sa place. Quelque chose à l'intérieur de Julian céda. La peur fut soudainement remplacée par un éclair chaud et aveuglant d'indignation. Il se leva. « Je vous ai demandé pourquoi vous me faisiez mal. » La voix de Julian craqua, forte et désespérée dans la pièce silencieuse. « Je vous ai demandé d'arrêter parce que je ne pouvais pas respirer. Je ne vous ai jamais touché. Asseyez-vous, Monsieur Banks, Juge Reynolds aboya. » Mais Vance ne regarda pas le juge. Il regarda le garçon, l'arrogance sur le visage de l'officier se queilla en rage. Il n'était pas habitué à être défié, pas par des suspects, et certainement pas dans sa salle d'audience. « Tu me traites de menteur, gamin. » Vance grogna, oubliant le microphone, oubliant où il était. « Je vous appelle un criminel. » Julien cria, des larmes piquant ses yeux. « Vous avez éteint votre caméra parce que vous saviez que vous aviez tort. » Cela arriva en un flou. Officier Vance se leva de la barre des témoins. Il ne pensa pas. Il ne calcula pas. Il réagit juste avec l'impulsion brute qui avait guidé sa carrière pendant une décennie. Il fit 2 longues enjambées vers la table de la défense. Le huissier cria « Hey !» Mais il était trop lent. Vance plana sur la table. Julien tressaillit, levant ses mains, mais la paume ouverte de Vance descendit avec la force d'un coup de feu. Crac! Le son était affreusement fort. Il résonna sur le haut plafond en bois. La tête de Julien se tourna sur le côté et il s'effondra dans sa chaise, choquant toute la pièce en paralysie. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. La bouche du juge était ouverte. Ladia laissa tomber son stylo. La sténographe judiciaire arrêta de taper. Vance se tenait là, la poitrine haletante, sa main toujours levée, réalisant trop tard ce qu'il venait de faire. Il avait physiquement agressé un défendeur mineur au milieu d'une session devant un juge, et sur le compte-rendu du tribunal, il s'est jeté sur moi, Vance balbutia, essayant de reprendre le récit, mais sa voix manquait de sa puissance habituelle. Vous l'avez vu, il me menaçait. Julien tenait sa joue, du sang coulant de sa lèvre. Il ne parla pas. Il regarda juste le sol, l'humiliation brûlant plus fort que la douleur. « Officier Vance !» Juge Reynolds cria, retrouvant sa voix. « Reculez. Huissier, maîtrisez-le. »« je vais bien, Vance dit, repoussant l'huissier d'un geste de la main, ajustant sa ceinture. « Juste maintenant l'ordre, votre honneur. Vous venez de frapper un enfant dans ma salle d'audience. » Reynolds tremblait de fureur. « Je vous tiens pour outrage. Je veux... » Boum! Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience ne s'ouvrirent pas juste. Elles furent jetées grandes avec une telle force qu'elles cognèrent contre les murs arrière. Chaque tête dans la pièce pivota. Debout dans l'embrasure de la porte était un homme. Il était grand, portant un costume gris d'anthracite qui coûtait plus que ce que l'officier Vance gagnait dans 3 mois. Il portait des lunettes de soleil sombres qu'il retira lentement,
révélant des yeux qui brûlaient d'un calme glacé terrifiant. Il n'était pas seul. Le flanquant étaient deux autres hommes en costume, tenant des mallettes, ressemblant à des bourreaux en tenue d'entreprise. L'homme au centre entra dans l'allée. Il ne regarda pas le juge, il ne regarda pas les avocats, il regarda uniquement l'officier Derek Vance. « Qui êtes-vous » Juge Reynolds exigea, frappant son marteau. « C'est une session à huis clos. Sortez !» L'homme l'ignora. Il descendit l'allée centrale, ses chaussures de ville cliquetant rythmiquement sur le sol en linoléum. Le son était comme une horloge qui s'égrenait. Il s'arrêta à la balustrade, juste à 10 pieds de là où Vance se tenait. L'étranger regarda Julian, voyant le sang sur la lèvre du garçon et l'empreinte de main rouge fleurissant sur sa joue. La mâchoire de l'homme se serra, un muscle s'agitant dans sa joue. Il tourna son regard vers Vance. « Vous avez 5 secondes. » L'homme dit. Sa voix était basse, douce, et portait un poids qui rendait l'air dans la pièce lourd. « 5 secondes pour vous éloigner de mon fils, Vance railla, bien qu'il fît un pas en arrière subconscient. « Votre fils? Qui pensez-vous être, mon pote? Je suis un officier de police. Vous perturbez ce tribunal et vous serez dans une cellule à côté de lui. » L'étranger tendit la main dans la poche de sa veste. La main du huissier alla à son âme. « Monsieur, les mains où je peux les voir. » Homme ne tressaillit pas. Il retira lentement un portefeuille en cuir. Il l'ouvrit. Un badge doré capta les lumières de la salle d'audience. Ce n'était pas un badge de police locale. Ce n'était pas un badge de gendarme d'État. « Agent Special Blaze Banks », l'homme annonça, sa voix tranchant à travers la tension. « Bureau fédéral d'investigation, directeur adjoint de la division de la corruption publique et des droits civiques. » La couleur drainant du visage de l'officier Vance si vite, il semblait qu'il s'évanouissait. Blaze Banks ne rangea pas le badge. Il le leva, se tournant lentement pour faire face au juge. « Votre honneur, » Blaze dit, « je m'excuse pour l'interruption, mais je crois que je viens de témoigner d'une violation fédérale des droits civiques commise par un fonctionnaire en votre présence. » Et à moins que je ne me trompe, Blaze regarda Vance souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je crois que cet officier vient d'agresser une personne à charge fédérale. Et cela, officier Vance, vous place sous ma juridiction. » Le silence qui suivit la déclaration de Blaze Banks était plus lourd que l'air humide de la salle d'audience. C'était le genre de silence qui précède une explosion. Officier Derek Vance regarda le badge doré, puis le visage de Blaze, puis de nouveau le badge. Son cerveau, habituellement rapide à catégoriser les gens en menaces ou victimes, défaillait. Agent fédéral, directeur adjoint, division des droits civiques. C'était la sainte trinité des cauchemars d'un flic corrompu. Je ne savais pas, Vance balbutia, sa voix rocailleuse réduite à un râle sec. Le garçon n'a pas dit. Le garçon, Blaze dit, rangeant son badge mais gardant ses yeux fixés sur Vance. A un nom. C'est Julian. Et il n'a rien dit, parce qu'il sait que dans une ville comme celle-ci, invoquer mon nom aggrave généralement les choses pour lui. Il voulait gérer cela par ses propres mérites. Blaze tourna légèrement la tête à sa gauche, s'adressant aux deux hommes en costume derrière lui. Agents Miller et Kovich sécurisaient la scène. Personne ne quitte cette salle d'audience. Pas l'huissier, pas la sténographe, et certainement pas le défendeur ou le témoin. Maintenant, attendez une minute. Juge Reynolds se leva, son visage rougissant d'un rouge profond et tacheté. Agent Banks, vous n'avez aucune autorité pour réquisitionner ma salle d'audience. C'est une procédure d'État. Blaze marcha vers la barrière battante de la galerie. Il ne l'ouvrit pas. Il enjamba simplement avec une grâce athlétique qui démentait son costume. Il marcha droit vers la table de la défense, ignorant complètement le juge. Il s'arrêta devant Julian. Le garçon tremblait, tenant un mouchoir sur sa lèvre saignante. « Papa !» Julian chuchota, sa voix épaisse d'émotion. « Je pensais que tu étais à DC. » J'y étais, Blaze dit doucement,
son comportement passant instantanément de terrifiant exécuteur à perdu. Il tendit la main, son pouce effleurant légèrement la contusion enflée sur la joue de Julian. La tendresse du geste rendit la violence que Vance avait infligée il y a quelques instants encore plus grotesque. J'ai pris le premier vol de retour quand j'ai vu le rapport d'arrestation arriver par le fil. Je suis désolé d'être en retard, mon fils. Blaze se retourna vers la pièce. La tendresse s'évapora. La glace revint. Juge Reynolds, Blaze dit, sa voix projetant clairement. Sous le titre 18, Code des États-Unis, section 242, c'est un crime fédéral pour une personne agissant sous couvert de la loi de priver volontairement une personne d'un droit ou privilège protégé par la Constitution. Je viens de voir un officier en uniforme frapper un mineur maîtrisé au milieu d'une procédure judiciaire. Ce n'est plus une affaire de circulation. C'est une scène de crime fédéral. Il pointa un doigt vers l'huissier, un homme corpulent qui semblait prêt à s'enfuir par la porte. « Vous, mettez l'officier Vance aux menottes. » L'huissier se figea. « Monsieur, vous m'avez entendu, Blaze aboya. À moins que vous ne vouliez être accusé de complicité après les faits pour avoir aidé un suspect dans une agression criminelle, vous allez menotter l'officier Vance tout de suite. » Vance fit un pas en arrière, sa main tombant instinctivement sur sa ceinture de service. « N'y pensez même pas, » l'agent Miller dit de l'arrière de la pièce. Il avait déjà sorti son arme de poing, ne la pointant pas mais la tenant à la position basse prête. La pure escalade de voir une arme fédérale tirée dans un tribunal de la circulation fit l'ADA, Simon Clark, glisser sous son bureau. Vance regarda autour. Il regarda le juge, implorant avec ses yeux de l'aide. Mais Judge Reynolds, réalisant que sa carrière ne tenait qu'à un fil, détourna le regard, soudainement très intéressé par ses papiers. « Derek, » l'huissier dit en s'excusant, sortant ses menottes. « Ne rende pas ça difficile, un homme. »« C'est de la folie, » Vance cria, son visage violet. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la loi dans cette ville. Le chef Higgins entendra parler de ça. »« Je compte dessus, » Blaze dit calmement. Le clic-clic métallique des menottes sécurisant les poignettes de Vance derrière son dos fut le son le plus fort dans la pièce. L'exécuteur, l'homme qui avait terrorisé le côté ouest d'Oak Creek pendant une décennie, était maintenant affalé en avant, maîtrisé par son propre collègue. Blaze se tourna vers son fils. « Monsieur Henderson, » il dit au défenseur public qui regardait la bouche ouverte. « Vous, oui? » Motion pour rejeter toutes les accusations contre mon client avec préjudice, citant une faute professionnelle du procureur et une brutalité policière flagrante, Blaze suggéra utilement. « Droit. » Oui. Henderson se précipita sur ses pieds. « Votre honneur, la défense demande le rejet. » Juge Reynolds abattit son marteau si fort que le manche se fendit. « Rejeté. Affaire rejetée. Monsieur Banks est libre de partir. Il ne va nulle part pour l'instant. » Blaze dit, aidant Julian à se lever. « C'est un témoin matériel et nous avons beaucoup de travail à faire. » Blaze guida Julian vers la sortie, passant à quelques centimètres du Vance menotté. Vance les regarda fixement, sa peur momentanément remplacée par une fierté toxique et haineuse. « Vous pensez que c'est fini, fédéral? » Vance cracha. « Vous venez dans ma ville m'humilier. Vous n'avez aucune idée à quel point les racines sont profondes ici. Vous venez de commencer une guerre. » Blaze s'arrêta. Il se pencha près de l'oreille de Vance. « Derek, » Blaze chuchota. « Je ne suis pas venu ici pour commencer une guerre. Je suis venu en finir une. Et quant à vos racines, j'ai apporté une pelle. » Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 4B était le chaos. La nouvelle de l'incident avait voyagé à travers le bouche à oreille du tribunal à la vitesse de la lumière. Les adjoints s'affairaient, les avocats chuchotaient en groupe, et une équipe de nouvelles locales qui avait été là pour un procès différent installait frénétiquement leurs caméras près de la sortie. Blaze Banks les ignora tous. Il fit marcher Julian dans une salle de conférence vacante adjacente au bureau du greffier. Ajankovic monta la garde devant la porte, croisant ses bras
et devenant effectivement un mur humain contre l'essaim d'adjoints locaux essayant d'entrer. À l'intérieur, Blaze fit asseoir Julian et lui tendit une bouteille d'eau de sa maillette. « Laissez-moi voir la lèvre, » Blaze dit. Il inspecta la coupure. « Vous aurez besoin d'un point ou deux, mais vous allez bien. Je ne l'ai pas frappé, papa. » Julian dit, ses mains tremblant toujours. « Je jure, le tableau de bord arrive. » Il a dit que c'était cassé. « Je sais que tu ne l'as pas frappé, » Blaze dit. Il tira une chaise et s'assit genou contre genou avec son fils. Et rien n'est jamais vraiment cassé, Julian. Pas quand l'unité d'analyse technique du FBI s'implique. La porte s'ouvrit. Agent Miller entra, tenant un sac de preuves en plastique contenant un iPhone et une unité de caméra corporelle. Je les ai pris à Vance avant qu'ils ne le fassent incarcérer au dépôt du comté, Miller dit. Il a essayé de passer le téléphone à l'huissier, mais j'ai intercepté. Bien, Blaze dit. Obtenez les journaux. Je veux savoir à qui il a envoyé un SMS immédiatement après l'arrestation le 4 juillet. Et apportez cette caméra corporelle à l'unité mobile dans la fourgonnette. Je veux savoir si elle a vraiment mal fonctionné ou s'il a juste maintenu le bouton d'alimentation enfoncé. Sur ça, Miller dit, se tournant pour partir. Mais alors que Miller ouvrait la porte, un mur d'uniforme bloqua son chemin. Debout là était le capitaine Greg Higgins. C'était un homme petit, à la poitrine en tonneau avec une moustache qui ressemblait à une brosse à poils. Il était le chef de la police de Oak Creek et il semblait prêt à tuer. Derrière lui se trouvaient 4 officiers en uniforme, les mains posées sur leur ceinture. « Écartez-vous !» Higgins aboya à l'agent Miller. Il poussa dans la pièce, ses yeux se fixant sur Blaze. « Banks !» Higgins grogna. « J'aurais dû savoir. J'ai entendu qu'un fédéral avait fait une scène, mais je ne pensais pas que vous seriez assez stupide pour revenir dans votre ville natale et arrêter un de mes hommes. »« Capitaine Higgins !» Blaze dit, se levant. Il n'avait pas l'air intimidé. Il avait l'air ennuyé. « Ça fait un moment. Vous avez pris du poids. Arrête tes conneries, Blaze. Libérez l'officier Vance immédiatement. Vous n'avez aucune juridiction pour arrêter un officier local pour un éclat en salle d'audience. C'est une accusation d'outrage, une tape sur le poignet. Vous abusez. Ce n'était pas un éclat, Blaze le corrigea. C'était l'aboutissement d'un schéma de comportement. Une agression sous couvert de la loi. Et puisque vous êtes ici, Capitaine, j'ai quelques questions pour vous. C'est moi qui pose les questions, Higgins cria. Vous ne pouvez pas juste entrer ici et... Je peux, Blaze interrompit, sa voix se durcissant. Je viens de le faire et voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez suspendre Derek Vance sans solde, en attendant une enquête fédérale. Vous allez remettre tous les dossiers d'arrestation impliquant l'officier Vance pour les 5 dernières années. Et vous allez me donner les clés du serveur de votre installation de stockage de caméras de bord. Higgins rit. C'était un son froid, nerveux. Vous péchez. Vous vous êtes fâché parce que votre gamin a été malmené. Ça arrive. Le gamin a une grande gueule. Vance est un bon flic. Il obtient des résultats. Vous pensez pouvoir le faire tomber? Vous combattrez tout le département. Le syndicat ne supportera pas ça. Le maire ne supportera pas ça. Le mur bleu, Blaze nota sèchement. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour le construire. Blaze marcha vers la fenêtre, regardant le parking où d'autres voitures de police arrivaient. Vous savez, capitaine, Blaze dit, quand j'ai quitté Oak Creek pour rejoindre le bureau, c'était parce que j'ai vu comment les choses fonctionnaient ici. Contravention pour les étrangers pour gonfler le budget, preuves disparaissant, passage à la tabac dans les cellules de détention. Il se retourna pour faire face au chef. J'ai passé les 10 dernières années à démanteler des cartels et des trafiquants d'êtres humains. Pensez-vous vraiment qu'un racket de protection de petite ville me fait peur? Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, Higgins ricana. Juste un feu arrière cassé et un malentendu. À ce moment, l'ordinateur portable de l'agent Miller, posé sur la table de conférence, émit un bip. Monsieur Miller dit, tapant rapidement.
L'équipe technique vient de casser le fichier corrompu sur la caméra corporelle de Vance. Ce n'était pas une panne matérielle. Les journaux montrent une tentative de suppression manuelle à 21h42 la nuit de l'arrestation. Mais la mémoire tamponne. Elle a enregistré les 2 minutes précédentes. La pièce devint mortellement silencieuse. Même le capitaine Higgins arrêta de respirer pendant 1 seconde. « Jouez-le », Blaze ordonna. Miller tourna l'ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir. L'écran montrait des images tremblantes de la perspective de la poitrine de Vance. L'horodatage était juillet ou 4, audio-vidéo. Permis et immatriculation, la voix de Vance. Ici, officier, quelque chose ne va pas. La voix de Julian. Poli. Calme. Sortez de la voiture. Pourquoi? Je n'ai rien fait. J'ai dit sortez. La caméra tressaillit alors que Vance ouvrait la porte de la voiture. Les images montraient clairement les mains de Julian en l'air. Mains vides. Je sors. Je sors. Puis la main de Vance entra dans le cadre, tenant un petit sachet transparent de poudre blanche. Il ne le prit pas à Julian. Il le sortit de sa propre poche de gilet. On dirait qu'on a trouvé de la coke, gamin. La voix de Vance ricana sur l'enregistrement. Quoi? Ce n'est pas à moi. Vous venez de sortir ça de votre poche. Qui vont-ils croire? Moi ou vous? Puis la caméra secoua violemment alors que Vance plaquait Julian. Arrête de résister. Arrête de résister. Miller mit la vidéo en pause. Blaze regarda le capitaine Higgins. Le visage du chef était devenu pâle. Le bluff se dégonfla complètement. Ce n'était pas juste de la brutalité. C'était de la plantation de preuves. C'était un crime qui entraînait une peine de 20 ans. Ça, Higgins déglutit difficilement. Ça a l'air mauvais. Mais Vance agit seul. C'est un élément voyou. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le département. Blaze sourit, mais c'était le sourire d'un loup. C'est la chose amusante avec les éléments voyous, capitaine. Ils gardent habituellement des trophées. Blaze ramassa le sac de preuves contenant le téléphone de Vance. Pendant que Miller récupérait la vidéo, nos analystes à DC ont fait un vidage cloud du téléphone de Vance. Savez-vous à qui il a envoyé un SMS juste après avoir planté ce sachet? Blaze fit un pas vers Higgins, envahissant son espace personnel. Il vous a envoyé un SMS, capitaine. Le message dit « J'ai un autre remplisseur de quota. Cible facile. Nettoyez les papiers pour moi. » Blaze leva l'écran du téléphone, montrant le fil de discussion du message texte. Et vous avez répondu avec un emoji pouce levé. Julian est l'état du coin. Capitaine Higgins regarda la porte, calculant ses chances de fuir. Mais Leigh Jankovic bloqua la sortie, la main sur son étui. Greg Higgins, Blaze dit, tirant une deuxième paire de menottes de sa ceinture. Vous avez le droit de garder le silence. Mais honnêtement, je commencerai à parler parce que Vance va vous dénoncer dans environ 10 minutes pour sauver sa propre peau et je n'ai qu'une seule offre d'immunité à offrir. Blaze claqua la menotte sur le poignet du chef. Tour numéro 1. Blaze chuchota à la pièce. La pourriture commence toujours par la tête. La cellule de détention au département du shérif du comté d'Oak Creek sentait l'eau de Javel et le désespoir. Officier Derek Vance était assis sur un banc en métal, sa main toujours menottée derrière lui, fixant le sol en béton. L'arrogance qui l'avait animé dans la salle d'audience avait disparu, remplacée par la réalisation creuse que sa vie était effectivement finie. La lourde porte en acier gémit en s'ouvrant. Blaze Banks entra seul. Il portait une chaise en métal, qu'il fit tourner et enfourcha, plaçant ses bras sur le dossier. Il fixa Vance pendant une longue minute inconfortable. « Ils sont en train de traiter le chef Higgins en ce moment. » Blaze dit doucement. « Il pleure. Saviez-vous qu'il pleure quand il a peur? C'est pathétique. » Vance ne leva pas les yeux. « Je veux un avocat. Vous en aurez un? » Blaze hocha la tête. « Éventuellement. Mais pour l'instant, c'est juste nous. Et je veux te raconter une histoire, Derek. » Blaze se pencha en avant. « J'ai vérifié les registres de propriété pour le pâté de maison où vous avez arrêté mon fils. C'est un quartier intéressant. »
historique, classe ouvrière, principalement des familles noires qui y ont vécu pendant des générations. Ma mère habite 3 rues plus loin. L'œil de Vance tressaillit. Et puis j'ai regardé les registres d'arrestation de votre unité au cours des 6 derniers mois, Blaze continua. Une recrudescence des arrestations de mineurs, spécifiquement des adolescents masculins de ce rayon exact de 4 pâtés de maison. Possession de drogue, résistance à l'arrestation, trouble à l'ordre public. Tous des crimes. Tout cela suffisant pour épuiser les économies d'une famille en frais juridiques. Tout cela suffisant pour les rendre désespérés. Blaze sortit une carte pliée de sa poche intérieure et la lissa sur la table. C'était une carte de zonage d'Oak Creek. Voici le quartier, Blaze pointa, et voici le site proposé pour les condominiums de luxe Sterling Heights, un projet dirigé par le maire Anthony Sterling. Vance déglutit difficilement. Il regarda la carte, puis Blaze. « Vous voyez, Derek, voici ce que je pense, » Blaze dit, sa voix baissant à un chuchotement terrifiant. « Je ne pense pas que vous soyez juste un flic raciste. Je pense que vous êtes un voyou engagé. Vous ciblez les fils des propriétaires qui refusent de vendre aux promoteurs. Vous collez un crime aux gamins, les parents paniquent, ils ont besoin d'argent pour un avocat, ou ils veulent juste sortir leur gamin d'un mauvais quartier, alors ils vendent la maison pas cher. Les promoteurs s'installent, le maire fait afficher sa photo. Et vous, qu'obtenez-vous? Un bonus? Une part de la vente? » Vance resta silencieux, mais de la sueur perlait sur son front. « Higgins est déjà en train de conclure un accord, » Blaze mentit. Il n'avait même pas encore interrogé Higgins. Il vous blâme pour tout. Il dit que vous avez eu l'idée. Il dit que vous l'avez pressé. Ce fils de pute menteur. Vance cria, sa tête se relevant brusquement. C'est lui qui m'a donné la liste. C'est lui qui a dit « vie infernale à la famille Banks ». La pièce devint immobile. Blaze s'assit, son expression illisible. La famille Banks, spécifiquement. Vance réalisa qu'il avait trop dit, mais le barrage avait cédé. Votre mère, Constance Banks, c'est la résistante. Elle possède le terrain d'angle. Les promoteurs ne peuvent pas commencer les travaux sans son terrain. Elle a refusé toutes les offres. Alors Higgins a dit, il a dit que si nous faisions pression sur son petit-fils, elle céderait, elle vendrait pour payer sa défense. Blaze se leva lentement. La fureur rayonnant de lui était si intense que l'air semblait chargé d'électricité statique. « Vous vous en êtes prise à mon fils, » Blaze dit, « pour forcer ma mère à vendre sa maison. » Ce n'était pas mon idée, Vance plaida, des larmes se mélangeant à la sueur sur son visage. C'est le maire Sterling et le juge. Reynolds signe les mandats, fixe la caution si haute que les familles doivent vendre. Je suis juste un soldat, mec. Je fais juste ce qu'on me dit. Blaze marcha vers la porte et frappa 2 fois. Eugene Miller l'ouvrit immédiatement. « Faites venir une sténographe ici, » Blaze ordonna, « et contactez le procureur des États-Unis au téléphone. Monsieur Vance est prêt à chanter. » Blaze sortit de la cellule, ses mains tremblantes. Pas de peur, mais de l'effort qu'il lui a fallu pour ne pas retourner à l'intérieur et déchirer Vance. Ce n'était pas juste de la brutalité policière, c'était une conspiration, une machine conçue pour broyer des familles et recracher des profits immobiliers, et l'homme dirigeant la machine était l'homme le plus puissant de la ville. Le maire Anthony Sterling était un bel homme. Il avait le genre de sourire qui gagnait les élections et le genre d'yeux qui avait fière allure sur les panneaux d'affichage. Il était assis dans son bureau, lambrissé d'acajou, sirotant un scotch, regardant les nouvelles locales sur une télévision à écran plat. Nouvelles de dernière minute, chaos au tribunal. Agent local du FBI arrête chef de police et officier dans un tournant stupéfiant des événements. Sterling coupa le son de la télévision. Il regarda la femme assise en face de lui. Juge Martha Reynolds semblait moins royale sans ses robes. Elle semblait petite et effrayée, serrant son sac à main avec des mains aux jointures blanches.
Anthony, ils ont Derek, Reynolds siffla, et ils ont Greg Higgins. Combien de temps avant qu'ils ne nous désignent du doigt? Calme-toi, Martha. Sterling dit doucement. Higgins est loyal et Vance est un idiot. Mais il sait que s'il parle, il perd sa pension. De plus, c'est Blaze Banks. Je me souviens de lui du lycée. C'était un quart arrière. Bon bras, pas de stratégie. C'est un directeur adjoint du FBI, Anthony. Il n'est plus un athlète de lycée. C'est un père, Sterling la corrigea, et il est émotif. Il abuse. Nous manipulons ça. Nous contrôlons le récit. Sterling appuya sur un bouton de son interphone. Envoyez la presse. 1 heure plus tard, Blaze se tenait dans le centre de commandement temporaire, installé dans le bureau de terrain du FBI à 2 villes de là. Il regardait le moniteur. Le maire Sterling se tenait à un pupitre, flanqué de membres du conseil municipal au visage sévère. Il avait l'air sérieux, préoccupé et absolument digne de confiance. Citoyen d'Oak Creek, Sterling commença, sa voix exercée et grave. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un abus de pouvoir choquant, non pas par notre police locale, qui risque sa vie chaque jour, mais par le gouvernement fédéral. Un agent, agissant par vendetta personnelle, parce que son fils a été arrêté pour possession de stupéfiants, a pris d'assaut notre tribunal et a pris notre chef de police en otage sous de faux prétextes. La mâchoire de Blaze tomba. Il manipule toute la ville. C'est un abus de pouvoir fédéral du plus haut niveau, Sterling continua. Les drogues trouvées sur Julian Banks étaient réelles. L'agression sur l'officier Vance était réelle. Mais l'agent Blaze Banks utilise son badge pour couvrir les crimes de son fils et démanteler notre application de la loi locale pour protéger la réputation de sa famille. J'ai déjà appelé le département de la justice pour déposer une plainte formelle. Monsieur, l'agent Kovic dit, tenant un téléphone, c'est le directeur adjoint pour vous. Blaze prit le téléphone. Banks. Blaze, qu'est-ce que l'enfer se passe là-bas? La voix du directeur adjoint était perçante. J'ai un sénateur en ligne aussi, demandant pourquoi vous avez arrêté un chef de police sans mandat. J'ai une cause probable, monsieur. J'ai des images de caméras corporelles de preuves plantées. J'ai une confession impliquant le maire dans une conspiration RICO, impliquant une fraude immobilière et des violations des droits civiques. Avez-vous le maire? Pas encore. J'ai besoin d'un mandat pour ces dossiers financiers. Vous ne l'aurez pas, le directeur dit. Pas encore. L'optique est terrible, Blaze. Ça ressemble à un père sauvant son enfant. Vous êtes trop proche de ça. Je vous retire de l'affaire. Vous ne pouvez pas faire ça, Blaze dit, sa voix baissant. Ils ont ciblé ma mère. Ils ont ciblé mon fils. Exactement. Vous avez un conflit d'intérêts. Reculez, Blaze. Retournez à DC immédiatement. Nous envoyons une équipe neutre pour enquêter. Ligne devint morte. Blaze fixa le téléphone. Une équipe neutre. Au moment où une équipe neutre serait au courant, Sterling aurait déchiqueté chaque document, effacé chaque serveur et probablement arrangé pour que Vance ait un accident dans sa cellule. Monsieur, l'agent Miller demanda timidement, quels sont les ordres? Blaze regarda son équipe. C'étaient de bons agents, jeunes, idéalistes. Il ne pouvait pas leur demander de jeter leur carrière par la fenêtre. L'ordre, Blaze dit, est de faire ses bagages. Nous avons été rappelés à DC. Miller sembla écrasé. Monsieur, nous ne pouvons pas juste partir. Vous avez entendu Vance. Il vole les maisons des gens. Je sais, Blaze dit. Il retira son badge et le plaça sur le bureau. Il dégaina ensuite son arme de service et la plaça à côté du badge. Agent Miller, prenez-les comme preuve. Enregistrez-les comme sécurisés. Monsieur, officiellement, en congé administratif, Blaze dit, desserrant sa cravate. Ce qui signifie que je ne suis plus un agent fédéral. Je suis juste un citoyen privé visitant sa ville natale. Blaze marcha vers la porte. Où allez-vous? Kovic demanda. Je vais aller visiter ma mère, Blaze dit, et puis je vais aller à l'église. Ce n'était pas une église exactement.
C'était un petit centre communautaire délabré du côté sud d'Oak Creek, mais les jeudis soirs, c'était là que se rassemblait le vrai pouvoir du quartier. Blaze entra. La pièce devint silencieuse. 50 personnes étaient assises sur des chaises pliantes, des gens fatigués, des gens en colère, des gens qui avaient été intimidés par l'officier Vance et ignorés par le maire Sterling. À l'avant de la pièce se tenait une femme âgée aux cheveux argentés et à la colonne vertébrale d'acier, Constance Banks, la mère de Blaze. Blaze, elle dit, sa voix sévère mais chaude. J'ai entendu que vous avez été viré. Pas viré, maman, juste déchaîné. Blaze se tourna vers la foule. Il reconnut des visages de son enfance. Monsieur Henderson, l'épicier. Madame Higgins, sans lien avec le chef, la directrice de chorale. Le maire Sterling est passé à la télé et a dit que j'étais le méchant, Blaze dit à la pièce. Il a dit que j'abusais de mon pouvoir. Il pense parce qu'il a pris mon badge, il a pris mon pouvoir. Blaze regarda autour de la pièce, mais il oublia d'où je venais. Il oublia qu'avant d'être un fédéral, j'étais un habitant du Sud. Il pense que c'est une bataille juridique. Ce n'est pas. C'est un combat de rue. Un murmure d'accord traversa la foule. J'ai besoin de votre aide, Blaze dit. Sterling est intelligent. Il couvre ses traces sur papier, mais il est arrogant. Il garde sa saleté près. Je dois savoir où va l'argent. Je dois savoir qui est le passeur d'argent. J'ai besoin d'yeux sur le maire, sur le juge, sur les promoteurs. Nous allons faire ce que le FBI ne peut pas faire à cause de la bureaucratie. Nous allons mener une opération de surveillance si serrée que Sterling ne pourra pas éternuer sans que nous le sachions. Un jeune homme à l'arrière se leva. Il portait un sweat à capuche, l'air sceptique. Pourquoi devrions-nous vous aider? Vous êtes partis. Vous êtes devenus l'un d'eux. Je sais, Blaze dit humblement, et je suis désolé. Je pensais pouvoir arranger les choses de haut en bas, mais j'avais tort. Vous arrangez les choses de la racine vers le haut. Constance Banks s'avança. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. « C'est mon garçon », elle dit simplement. « Et ils ont embêté mon petit-fils. Maintenant, qui est prêt à travailler? » Chaque main dans la pièce se leva. « Bien, » Blaze sourit. Rebondissement numéro 2. Le mur bleu du silence est fort, mais le boucher à oreille du quartier, il voit tout. L'équipe neutre du FBI arriva un mardi matin. Elle était dirigée par l'agent spécial en charge, ASC, Robert Kincaid, un homme connu au bureau comme l'auditeur. Il était sans humour, parle livre et avait une réputation pour nettoyer les désordres en les enterrant. Kincaid s'installa à la station de police, gelant effectivement Blaze. Mais Kincaid avait fait une erreur fatale. Il supposa que les preuves étaient sur les ordinateurs. Il ne savait pas que les preuves étaient actuellement assises dans la boîte de pâtisserie de Mme Gobler sur la 4e rue. « Vous aviez raison », Blaze dit, assis à l'arrière de la cuisine de sa mère, regardant la pile de photos étalée sur la nappe florale. Les photos avaient été prises par Tyrell, un gamin de 16 ans qui livrait Uber Eats à vélo. Personne ne faisait attention à un gamin livreur. Tyrell avait pris des photos du mari de la juge Martha Reynolds, un comptable local, rencontrant un homme dans une berline noire derrière l'ancienne conserverie. Ce n'est pas juste un homme, Blaze pointa la figure granuleuse dans la berline. C'est Vincent le Marteau Moretti. C'est un réparateur pour le syndicat de construction Trietta. Si Sterling est au lit avec Moretti, ce n'est pas juste de la fraude. C'est du crime organisé. Nous avons suivi l'argent aussi, Constance dit, versant à Blaze une tasse de café. Madame Higgins à la banque? Elle a remarqué quelque chose. Chaque fois qu'une maison dans notre quartier est vendue pour de l'argent comptant, les fonds ne vont pas au compte principal du promoteur. Ils vont à une société écran dans les îles Caïmans appelée Oakview Holdings. Blaze sortit son ordinateur portable, un personnel, complètement hors réseau. Et laissez-moi deviner, les signataires pour Oakview sont... Il pirata le registre public de la société écran, une astuce qu'il avait apprise de la division des cybercrimes. Ça prit 10 minutes. Quand l'écran se chargea, Blaze sourit.
C'était un sourire froid de prédateur. Juge Martha Reynolds, chef Greg Higgins et maire Anthony Sterling. Ils se partagent des profits à trois. Constance chuchota. Ils arrêtent les enfants, forcent les parents à vendre bon marché, revendent le terrain aux promoteurs avec une prime et empochent la différence. C'est un cercle parfait, Blaze dit. Vance fournit la pression. Reynolds fournit la couverture légale. Sterling fournit l'accès politique. Et Higgins maintient les flics en ligne. Le téléphone dans la poche de Blaze vibra. C'était un téléphone jetable qu'il avait donné à l'agent Miller, qui était techniquement censé le fuir. Chef, la voix de Miller chuchota, vous devez savoir, Kincaid est en train de fermer le dossier. Il est en train de conclure un accord avec le maire. Sterling accepte de démissionner pour raison de santé en échange d'immunité. Ils vont enterrer les accusations RICO pour éviter un scandale. Blaze serra le téléphone. Quand, ce soir, au gala d'inauguration du projet Sterling Heights, Sterling va annoncer sa retraite après qu'il aura pelleté la première terre. Il s'en va riche. Pas si je peux l'aider, Blaze dit. Chef, vous ne pouvez pas y aller, Miller avertit. Kincaid a une alerte sur vous. Si vous mettez le pied sur la propriété, ils vous arrêteront pour intrusion et obstruction. Blaze raccrocha. Il regarda sa mère. Il regarda Julian, qui était assis dans le salon, étudiant pour un test de mathématiques malgré le chaos de la dernière semaine. « Maman, » Blaze dit, se levant, « j'ai besoin de mon costume, le bleu. »« Tu vas à une fête? » Constance demanda, ses yeux pétillants. « Non, » Blaze dit, « je vais à un enterrement. » Le Country Club d'Oak Creek était une forteresse de richesse, isolée de l'infrastructure pourrissante de la ville qu'elle exploitait. Ce soir, les pelouses manucurées tentaculaires étaient baignées dans la douce lueur dorée de guirlandes lumineuses tendues entre de vieux chênes. C'était le gala d'inauguration pour Sterling Heights, un événement qui comportait un prix de billet plus élevé que le revenu annuel de la plupart des résidents du quartier d'enfance de Blaze Banks. Le maire Anthony Sterling se tenait dans la tente VIP, ajustant sa cravate en soie dans un miroir pleine longueur. Il regarda son reflet et vit un gagnant. Ce soir était le tour de victoire. En moins d'1 heure, il annoncerait sa retraite pour raison de santé, une stratégie de sortie soigneusement orchestrée qui lui permettrait de déménager dans un pays non extraditionnel avec des millions de dollars sur des comptes offshore. « Vous avez l'air nerveuse, Martha, » Sterling dit, ne se retournant pas. Juge Martha Reynolds était assise sur une chaise longue en velours, serrant un verre de champagne à 2 mains. Ses jointures étaient blanches. « Je n'aime pas ça, Anthony. Cet agent du FBI, Kincaid, il m'a regardé toute la nuit. Et les rumeurs sur Vance qui parlent. Si Vance parle, nous sommes morts. » Sterling rit, un son sec et dédaigneux. Vance est un grognard. Il a peur. J'ai envoyé un avocat le voir il y a 1 heure avec un message simple. Gardez votre bouche fermée et votre famille sera prise en charge. Parlez et vous pendrez seul. Vance n'est pas intelligent, mais il est loyal à l'autopréservation. Détendez-vous, Martha. À minuit, nous célébrerons l'avenir. Dehors, l'atmosphère était électrique avec une fausse joie. Les serveurs en smoking blanc naviguaient à travers des foules de donateurs, promoteurs et célébrités locales. Au bord de la foule se tenait l'agent spécial en charge Robert Kincaid. Il portait un écouteur et un froncement de sourcils. Il savait que le maire était sale, il pouvait le sentir, mais sans preuve solide, ses mains étaient liées par le département de la justice. L'ordre était de laisser la démission se produire et de minimiser les retombées politiques. Toutes les unités tiennent leur position, Kincaid murmura dans son microphone de revers. Laissez le maire finir son discours. Nous intervenons pour un entretien tranquille après. Pas de scène. Mais Kincaid ne savait pas que la scène était déjà en train de passer par l'entrée de service de la cuisine. Blaze Banks se déplaça avec la létalité silencieuse d'un prédateur. Il ne portait pas d'équipement tactique. Il était vêtu d'un costume élégant, bleu nuit qui seyait parfaitement à sa large carrure. Il ressemblait à un riche donateur, sauf pour l'intensité dans ses yeux.
Derrière lui, Jane Miller, qui était officiellement passé voyou, portait une mallette d'ordinateur portable. Les flanquaient Julian et trois adolescents experts en technologie du quartier, habillés en personnel de restauration. Nous avons 3 minutes avant qu'il ne monte sur scène, Blaze chuchota, vérifiant sa montre. Miller, pouvez-vous contourner le flux en circuit fermé localisé? Miller sourit, branchant une clé USB dans le tableau de commande AV principal situé derrière la scène. Chef, ce système fonctionne sur Windows 98. Je pourrais contourner ça avec un grille-pain. Nous sommes dedans. Bien, Blaze dit. Il regarda son fils. Julian, tu restes ici. Quand le chaos commencera, je ne veux pas que tu sois pris entre deux feux. Non, Julian dit fermement. Sa lèvre était toujours enflée. Un rappel de la gifle qui avait tout commencé. Il m'a humilié devant un juge, papa. Je veux le voir tomber. Blaze regarda le garçon. Non, le jeune homme, et hocha la tête. Restez prêts. Une fanfare de trompette éclata à travers les haut-parleurs massifs, faisant taire le bavardage de la foule. Un projecteur balaya la pelouse et atterrit sur la scène. Mesdames et messieurs, le maître de cérémonie annonça, le visionnaire d'Oak Creek, Mayor Anthony Sterling. Les applaudissements ondulèrent dans l'air nocturne, poli et rythmique. Sterling bondit sur la scène, exhibant son sourire à $1 million. Il serra le pupitre, regardant la mère de visage. « Merci, merci à tous, Sterling tonna. Ce soir est à propos d'héritage. Ce soir, nous inaugurons non seulement des condominiums de luxe, mais un nouveau standard de vie. Pendant trop longtemps, le Southside a été une tache sur notre belle ville. Ce soir, nous commençons le processus de purification. » À l'arrière, Blaze serra les poings. Purification. C'était un mot aseptisé pour déplacement. Mais la voix de Sterling tomba sur un ton sombre, exercé. Diriger cette ville a eu un coût. C'est avec un cœur lourd que j'annonce que ce soir sera ma dernière apparition publique. Mes médecins m'ont conseillé. Grincement. Une boucle de rétroaction aiguë déchira les haut-parleurs, faisant que les invités se couvrirent les oreilles. Le massif écran LED derrière Sterling, qui affichait un rendu des tours de verre, scintilla violemment. Difficulté technique. Sterling plaisanta, transpirant légèrement. Même la technologie est triste de me voir partir. La foule gloussa nerveusement, mais l'écran ne revint pas au rendu. L'image changea. Elle se déforma, les pixels saignant ensemble jusqu'à ce qu'une nouvelle vidéo apparaisse en un focus net et haute définition. Ce n'était pas un bâtiment. C'était l'intérieur d'une salle d'interrogatoire de police. La foule devint mortellement silencieuse. Sur l'écran, l'officier Derek Vance était assis à une table en métal. Mais ce n'était pas l'intimidateur arrogant que la ville connaissait. Il pleurait, son visage enfoui dans ses mains. Sterling se figea. Il regarda de nouveau l'écran, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Un halètement collectif traversa la foule. Sterling fit des signes frénétiquement à la cabine de son. « Coupez-le! Coupez le flux! C'est un piratage! » Mais la vidéo coupa sur un nouveau clip. Celui-ci n'était pas vidéo, c'était audio accompagné d'une visualisation de forme d'onde. Enregistrement terminé. Le silence qui suivit était lourd, suffocant et absolu. Sterling se tenait seul sur la scène, dépouillé de son armure. Il regarda la foule, les donateurs, la presse, le conseil municipal. Il ne le regardait plus avec admiration. Il le regardait comme s'il était une maladie. « Faux profond! » Sterling cria, sa voix craquant. « C'est de l'IA, c'est un contrat politique. Rien de tout cela n'est réel. C'est réel, Anthony. » La voix ne vint pas des haut-parleurs. Elle vint de l'obscurité au bord de la scène. Blaze Banks entra dans le projecteur. Au moment où il apparut, l'air dans le country club sembla chuter de 10 degrés. Il monta les escaliers de la scène, ses pas lourds et délibérés. Sterling trébucha en arrière, renversant le pupitre. « Sécurité! Arrêtez-le! Un intrus! Il est détraqué! » Blaze s'arrêta à 5 pieds du maire. Il ne cria pas.
Il ne ragea pas. Il rayonnait une autorité calme et terrifiante. « Je ne suis pas détraqué, monsieur le maire, » Blaze dit, sa voix projetant son microphone. « Je suis un père, et vous avez fait une erreur. Vous pensiez parce que ma mère vivait dans la flétrissure de la ville, elle n'importait pas. Vous pensiez parce que mon fils était jeune et noir, il était jetable. » Blaze tendit la main dans la poche de sa veste. Sterling tressaillit, s'attendant à une arme. Blaze sortit un morceau de papier plié. « C'est un mandat fédéral, » Blaze dit, le tenant pour les caméras qui zoomaient maintenant, diffusant en direct à tout l'État. Signé il y a 10 minutes par un juge fédéral qui a vu les preuves que vous venez d'essayer de cacher, il vous accuse de racket, fraude électronique, conspiration pour priver de droits civiques et obstruction à la justice. Sterling chercha une sortie. Il regarda la tente VIP. Juge Reynolds essayait de ramper sous une table, mais les invités reculaient d'elle, formant un cercle de jugement. « Vous ne pouvez pas faire ça, » Sterling siffla, de la sueur coulant le long de son nez. « Je suis le maire. J'ai des amis à Washington. » « Vous n'avez pas d'amis, » Blaze dit froid comme la glace. « Pas plus. » Blaze se tourna sur le côté de la scène. « Agent Kincaid, je crois que c'est votre juridiction maintenant. » A.S.C. Kincaid sortit des ombres. Il regarda Blaze avec un respect nouveau, puis tourna son regard vers le maire. Kincaid avait été par le livre toute sa vie, mais il savait quand le livre avait été brûlé. Anthony Sterling, Kincaid annonça, sortant une paire de menottes de sa ceinture. « Tournez-vous et plissez vos mains derrière votre dos. »« Non !» Sterling cria. La panique prit le dessus. Il poussa Kincaid et essaya de sauter de l'avant de la scène. C'était une tentative pathétique. Avant que ses pieds ne puissent toucher l'herbe, l'agent Miller le plaqua en plein air. Ils s'écrasèrent sur la pelouse manucurée dans un enchevêtrement de membres. Sterling hurla alors que son visage était pressé dans la terre même qu'il avait essayé de voler. « Lâchez-moi! Savez-vous qui je suis? » Sterling gémit. « Oui. » Miller grogna, tirant les bras de Sterling en arrière et serrant les menottes. « Votre prisonnier, 0943. » Le pandémonium éclata. Les flashs éclatèrent comme des éclairs. Les invités enregistraient sur leur téléphone. Dans le chaos, Blaze descendit les marches de la scène et trouva Julian. Le garçon se tenait droit, regardant l'homme qui avait essayé de ruiner sa vie être traîné comme un criminel de droit commun. « Avez-vous vu son visage? » Julian demanda, un mélange de choc et de satisfaction dans sa voix. « Je l'ai vu, » Blaze dit, mettant un bras autour de son fils. C'est le visage d'un homme qui vient de réaliser que l'argent ne peut pas acheter la gravité. Ce qui monte doit descendre. Le procès des 4 d'Oak Creek devint l'événement juridique le plus regardé de l'histoire de l'État. Sans la protection du maire, le mur bleu du silence s'effondra instantanément. Le chef Higgins témoigna contre Sterling pour se sauver d'une peine à perpétuité. L'officier Vance témoigna contre le chef pour réduire sa propre peine. Ils se retournèrent les uns contre les autres comme des loups affamés, révélant des décennies de corruption, de preuves plantées et d'actes volés. 3 mois plus tard, l'audience de condamnation fut tenue. La salle d'audience était bondée, mais cette fois l'atmosphère était différente. La peur était partie. Juge Martha Reynolds fut la première. L'ancienne juge pleura ouvertement alors qu'elle était dépouillée de sa pension et condamné à 20 ans de prison fédérale pour faute judiciaire et fraude. Le chef Greg Higgins, l'homme qui avait facilité le système de quotas, reçut 15 ans. Officier Derek Vance, l'exécuteur, se tint devant le banc. Il regarda la galerie et vit Julian Banks. Pour la première fois, Vance ne regarda pas avec haine. Il regarda avec regret. Il reçut 12 votes avec une recommandation pour la garde protectrice. Parce que, comme tout le monde le savait, les flics ne s'en sortent pas bien en population générale. Finalement, ce fut le tour d'Anthony Sterling. L'ancien maire se tint défiant jusqu'au bout, refusant d'admettre sa culpabilité, affirmant qu'il était une victime d'une conspiration d'État profond.
Le juge fédéral, un homme sévère nommé juge Alistair Thorne, regarda par-dessus ses lunettes Sterling. Monsieur Sterling, juge Thorne dit, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, vous avez prêté serment de servir le public. Au lieu de cela, vous vous en êtes repu. Vous avez ciblé les vulnérables pour remplir vos poches. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un prédateur. Et la société a une cage pour les prédateurs. Le marteau s'abattit avec un son comme un coup de feu. Je vous condamne à 30 ans dans un pénitencier fédéral de haute sécurité sans possibilité de libération conditionnelle. Sortez-le de ma vue. Alors que les huissiers ramenaient un Sterling hurlant, la salle d'audience éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était le rugissement d'une communauté retrouvant sa dignité. Dehors sur les marches du palais de justice, l'air d'automne était vif. Blaze et Julian sortirent ensemble, clignant des yeux au soleil. Alors, Julian dit, ajustant son sac à dos, il commençait son premier semestre d'université le lendemain. Est-ce vraiment fini? Blaze regarda la rue. Il vit Madame Gabler saluer depuis sa boulangerie. Il vit des enfants jouer sur le trottoir sans peur qu'une voiture de patrouille ne les arrête sans raison. L'affaire est terminée, Blaze dit. Il tendit la main dans sa poche et sortit son badge doré du FBI. Il l'avait poli ce matin-là. Mais le travail n'est jamais fini. Tu retournes à DC? Julian demanda. Non. Blaze sourit, attachant le badge à sa ceinture. J'ai accepté la promotion, agent spécial en charge du nouveau bureau de terrain anti-corruption, basé ici même à Oak Creek. Julian Raitt. Mauvaise nouvelle pour les méchants. Terrible nouvelle, Blaze accepta. Viens, mamie a fait du crumble aux pêches. Nous ne voulons pas être en retard pour ça. Ils descendirent les marches, père et fils, laissant l'ombre du palais de justice derrière eux, entrant dans la lumière d'un nouveau jour. Officier Vance pensait que son badge était un bouclier. Maire Sterling pensait que son argent était une forteresse. Mais ils ont tous deux oublié la plus ancienne règle des rues. Vous ne calez jamais un homme qui n'a rien à perdre, surtout quand cet homme est un père protégeant son fils. En une seule nuit, l'empire de mensonges qu'ils avaient construit s'effondra, prouvant que si la justice peut être aveugle, le karma voit tout. Quel voyage incroyable! Si vous avez ressenti la satisfaction de voir ce marteau tomber sur le maire, s'il vous plaît, cassez ça, aimez, abonnez-vous et activez les notifications.